Bonjour tout le monde. Nous voilà partis pour la correction de l'épreuve de maths EM Lyon voie ECE 2020. Alors, tout d'abord avec l'exercice 1. Alors, je regarde en même temps. Voilà. Exercice 1, étude de fonctions au départ, avec des questions assez classiques et un tracé de courbe. Étude d'une suite qui sera une suite implicite et fonction à deux variables comme d'habitude à l'EM. D'accord, où on va pas forcément chercher à trouver les valeurs propres de la hessienne, mais juste leur signe. Alors, on est parti donc pour l'exercice 1. Alors, partie A. Tout d'abord, montrer que f est dérivable sur 0, 1. Alors, f est bien dérivable sur 0, 1. On regarde sa forme. On va pouvoir dire qu'elle l'est par composé, d'accord, grâce au ln de 1 moins x au numérateur. Donc, on dit bien que le 1 moins x est strictement positif, par composé et par quotient, puisque ln de x est différent de 0, vu que votre x est différent de 1. Donc ça c'est justifié. On fait le calcul ensuite. Alors, pour f', donc on a la forme d'un quotient. Donc on va avoir u'v moins uv'. Donc ça vous donne ça. Hop, tout ça sur v carré. Alors on peut être inspiré par ce qu'on sait faire habituellement, ou sinon regardez simplement la forme que vous devez obtenir. Là vous voyez, vous avez plusieurs étages. Le but c'est de casser les différents étages, donc il faut casser les fractions qui se trouvent au numérateur. Donc tout multiplier par 1 moins x et par x. Donc si on multiplie tout par 1 moins x et par x, bon, on va faire comme eux. Voilà, on va avoir x1 moins x en bas. Et en haut, on aura un signe moins qui laisse dans la parenthèse. Donc on va avoir moins x ln de x, moins 1 moins x, hop, ça passe, ln de 1 moins x. D'accord? Donc voilà, on trouve assez rapidement la dérivée de f. Justifier ensuite que t ln de t est négatif, t est positif, ln de t est strictement négatif sur 0, 1. Donc, t ln de t va être négatif. Bon, ça c'est une petite aide pour nous faire comprendre que f est strictement croissante sur 0, 1. Donc pour ça, il nous faut regarder le signe de f'. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que tout ce morceau-là, il est strictement positif, vu que votre x appartient à un 0, 1. Et ensuite, il nous reste à analyser la suite. Alors, par rapport à ce qu'on a raconté, vous voyez, votre x appartient à un 0, 1. Donc, ça vous dit que le moins x ln de x va être strictement positif, par rapport à ce qu'on a raconté juste avant. Mais ça vous dit aussi, si x appartient à un 0, 1, 1 moins x appartient aussi à 0, 1. Et donc, j'applique la même question, où je remplace t en fait par 1 moins x, et donc cette quantité va être strictement positive. D'accord? Donc finalement votre grande parenthèse dans f' est strictement positive, donc on peut en déduire que f' de x est strictement positive, c'est-à-dire que f est strictement croissante. Là on est sur 0,1. Ensuite, on veut, donc elle est définie sur 0,1 ouvert. On veut voir si c'est prolongeable par continuité en 0. Donc pour ça, on va regarder la limite quand x tend vers 0. En haut, ça vous fait 0. En bas, ça fait moins l'infini. Pas de forme indéterminée. Ça tend vers 0 par quotient. Donc on va dire que en posant f de 0 égale 0, f est prolongeable par continuité en 0. Bon, on ne parle pas de 0 plus, 0 moins, vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord, il n'y a pas de 0 moins. Ensuite, on va voir ce qui se passe pour la dérivabilité en 0.
Je pense que le plus simple, c'est d'aller faire le taux d'accroissement. Alors, on regarde notre taux d'accroissement. Donc, f de 0, c'est nous qui l'avons posé. C'est 0. Donc, ça va vous donner ln de 1 moins x sur x ln de x. On doit faire tendre le x vers 0. Donc là, ça va vous faire 0 sur 0, forme indéterminée, donc il faut trouver autre chose. Au numérateur, on a ln de 1 plus u, on sait que c'est équivalent à u en 0. Donc au numérateur, c'est équivalent à moins x. Donc tout ça, ça donne moins 1 sur ln de x. Donc finalement, votre taux d'accroissement en 0, donc on est en 0 plus ici, va tendre vers 0. D'accord? Donc le ln de x tend vers moins l'infini. Donc tout ça, ça tend vers 0. Ce qui nous permet de dire que f est dérivable en 0 et le nombre dérivé va être égal à 0. Bon, pour l'instant, on ne demande pas d'interpréter graphiquement. On le fera vu qu'il nous demande la courbe. Limite de f en 1. Alors, limite quand x tend vers 1 moins de f. Donc, c'est la limite de ln de 1 moins x sur ln de x. Alors, en haut, en 1 moins, 1 moins 1 moins, ça va faire 0 plus. Donc, en haut, ça va tendre vers moins l'infini. Le ln en bas va tendre vers 0 moins. Donc, vous avez moins l'infini sur 0 moins. Donc, ça fait moins l'infini fois moins l'infini. Ça vous donne plus l'infini. D'accord? Donc, ce par quotient. Et que peut-on en déduire? Quand votre fonction tend en une valeur finie vers l'infini, ça nous dit que vous avez l'asymptote verticale. Donc, la courbe de f a une asymptote verticale d'équation x égale 1. Et on est parti pour la courbe. Donc là, on était sur 0, 1. Donc la fonction, elle était positive. Donc sur 0, 1, on a ça. Donc on a dit asymptote verticale ici. Alors que sait-on d'autre? On sait que f est strictement croissante sur 0, 1. On sait que f de 0 vaut 0. On sait que f' de 0 fait 0. Donc f' de 0 qui vaut 0, ça vous donne une demi-tangente horizontale. D'accord? Donc en 0, on a cette demi-tangente horizontale. Et en 1, ça va tendre vers plus l'infini. Donc vous allez avoir cette forme-là. Hop, d'accord? Donc ça, pour votre courbe de f. Donc voilà, avec la tangente en 0, c'est fait. Bon, c'est pas la tangente, c'est la demi-tangente, mais on a compris. Partie B. Alors, pour la partie B, donc là, on part sur la suite implicite. Alors, tout d'abord, étudier les variations de cette fonction. Alors, il n'y a pas de nom. On va l'appeler G, cette fonction, donc x puissance n plus x moins 1. Elle est dérivable, c'est un polynôme, il n'y a pas de souci. Donc, quel que soit x positif, g' de x, ça va vous donner ça. D'accord? Donc, ça va être positif. Donc, g va croître sur R+. Et on nous demande d'en déduire que l'équation EN admet une unique solution, évidemment par la phrase même. Vu qu'on ne nous demande pas de trouver la solution, sinon on aurait résolu l'équation, mais juste montrer qu'il y a une unique solution, c'est évidemment le théorème de la bijection. Là, il n'y a pas de changement particulier, donc on va simplement dire, voilà, on va faire un bilan. Donc on a G continue sur R+, d'accord, c'est un polynôme. On a G strictement croissante sur R+, et on a G qui va de R+, dans... Donc comme c'est croissant, je vais calculer l'image en 0, ça fait moins 1. L'image en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et
0 appartient à cet ensemble image. Donc, par le théorème de la bijection, donc leur notation c'est quoi? Il existe une unique solution UN telle que G de UN soit égal à 0. C'est-à-dire on a l'équation EN. La 7. Montrer que UN appartient à 0,1. Donc là on veut affiner la localisation de la suite. Donc pour ça on sait comment s'y prendre. On ne sait pas agir directement sur UN, mais on sait agir sur les images de UN. Donc là, on va calculer G de 0. On l'avait fait, hein, c'est moins 1. Ensuite, G de 1. G de 1, ça fait 1. Et de se rendre compte que on a cette comparaison entre G de UN et les deux images précédentes. Et là, on va faire sauter la fonction G, donc évidemment avec la fonction G-1, par stricte croissance de l'application réciproque, hein, vu qu'elle a la même monotonie que l'application G. Donc par cette stricte croissance, on a UN comprise entre 0 et 1. C'est une suite implicite. Donc, comme son nom l'indique, on n'a pas de formule explicite qui nous la donne. Donc on n'a pas la valeur de UN. Alors par contre, sur des cas particuliers, on peut être capable de trouver qui sont U1, U2, U3 et ainsi de suite. Par exemple, U1. U1 vérifie, donc là, pour la solution U1, on prend n égale 1, donc elle vérifie l'équation E1, c'est-à-dire elle vérifie U1, puissance 1, plus U1, moins 1 égale 0. Donc on a 2U1 égale 1, donc ça fait U1 égale 1,5. Bon, on remarque bien qu'elle est strictement positive. De la même manière, pour U2, on va avoir U2 au carré cette fois, plus U2 moins 1 égale 0. Là, on n'a pas d'autre choix que de calculer delta. Donc ici, on va avoir un delta égal à 5. Donc on va avoir deux solutions. Moins 1 plus racine de 5 sur 2 et moins 1 moins racine de 5 sur 2. Sauf qu'on a dit que tous les UN étaient strictement positifs, hein, entre 0 et 1. Donc cette solution, on l'élimine. D'accord, on l'élimine parce qu'on ne garde que les solutions positives. Bon, le Scilab donc a complété. La 9b, on vous donne le tracé de la suite UN. Donc on a juste, donc quelles sont les conjectures qu'on peut faire? Déjà que la suite UN va croître et qu'elle semble tendre vers 1. D'accord, elle semble converger vers 1. Bon. Ensuite, on doit vérifier que f de UN vaut n. Alors, f de UN. Ok, alors déjà, ce qu'on va pouvoir s'écrire, c'est ce que vérifie UN. Nous, ce que l'on a, hein, UN vérifie l'équation UN, c'est une suite implicite. Donc dès que vous commencez à avoir des calculs sur les suites implicites, des majorations, des équivalents, des limites, là, vous repartez de la définition de la suite UN. On n'a que ça sur UN, en termes de calcul. Alors on aimerait montrer que f de UN vaut n. Alors on calcule f de UN, que j'ai le droit de calculer. D'accord, on va peut-être le rappeler, hein, on va peut-être oublier. Le UN appartient à 0,1. Donc f de UN, j'ai le droit de le calculer. Ça me donne ceci. Voilà. Alors, eux, ils veulent quoi? Ils veulent n. 1 moins un par rapport à ce que j'ai écrit ici. 1 moins un, c'est un puissance n. D'accord? Quand vous ramenez le un et le 1 à droite, 1 moins un vous donne un puissance n. Ensuite, ln avec une puissance, comme un est positif, ça fait n ln de un sur ln de un. Et voilà le n. Alors après, ils font quoi? Ah, et pour la limite. Bon, j'ai l'impression que la question B et C vont pas servir à grand chose, mais bon. Peut-être que je me trompe.
Alors, on dit dire que la suite UN est croissante. On a f de UN égale n. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de forme explicite sur UN. Par contre, on sait qu'elle vérifie une certaine équation. Là, on en a une autre, f de UN égale n. on aimerait comparer UN et UN plus 1. Donc, on a la même relation à l'ordre n plus 1. On a f de UN plus 1 égale n plus 1. Donc, plutôt que de comparer tout de suite, ce que je ne suis pas capable de faire, UN et UN plus 1, on va pouvoir comparer f de UN. Est-ce qu'on a besoin du strict? Non. On va pouvoir comparer f de UN et f de UN plus 1. D'accord? Donc, parce que n est plus petit que n plus 1. Pareil, par f-1 qui est une bijection croissante, f-1, elle va de 0,1 dans 0 plus l'infini. Donc, on a UN inférieur à UN plus 1, c'est-à-dire que la suite UN croît. Ouais, je pense que là, ils vous ont fait faire des questions pour pas grand-chose. Hein. Parce que regardez, ouais, là, la question C, c'est mal amené, puisqu'on nous dit montrer que la suite UN converge et préciser sa limite. Là, j'imagine que vous avez été tenté, on peut y arriver, mais avec un peu plus de mal, vous avez été tenté de parler de croissante majorée, et après satisfaire une certaine équation, mais avec le UN puissance n, ça n'a pas dû être évident. Et je pense, alors pour ceux qui s'en sont sortis, je regarde l'équation, vous avez certainement dû passer par l'absurde, dire si c'est pas 1, ça me donne un truc qui va pas, et si c'est 1, finalement ça va. Ouais, mais sauf qu'ils vous ont un peu brouillé les pistes, peut-être malgré eux, parce que regardez, en fait, dès la question de 10A, on a tout ce qu'il faut. On a f de UN égale n. C'est-à-dire que j'applique ma bijection réciproque f-1. Donc en fait, calculer la limite, enfin montrer que UN converge, c'est montrer que f-1 de n converge. Regardez, je vous le fais le tableau de f-1. Donc regardez, on va reprendre. F, elle va de 0,1 dans 0 plus l'infini. Donc f-1, c'est dans l'autre sens. Donc ça va de 0 plus l'infini dans 0,1. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va pouvoir dire que donc la suite UN converge et la limite de UN, qui est donc la limite de f-1 de n, vous voyez par rapport à votre tableau, c'est qui? C'est 1. Il n'y a pas besoin de croissance, c'est tout le baratin qu'ils ont essayé de nous donner ici. Bon, et pour terminer, la partie C, fonction à deux variables, il n'y a pas de paramètres dedans, donc ça devrait aller. Alors on nous dit quoi? On nous dit dans l'énoncé que la fonction f est de classe C2, on n'a pas à l'expliquer. On prend quel que soit xy dans 0,1 et on va calculer les dérivées partielles d'ordre 1. Alors il n'y a pas trop de pièges ici. En x, on va avoir ceci, moins 2, et en y, on va avoir x carré moins y, c'est tout. Après, on doit montrer qu'il y a un unique point critique. Donc là, on va dire, rédaction habituelle, c'est un point critique de grand F, si et seulement si, vous avez votre gradient qui vaut 0, ce qui vous donne ce système. Je remplace. Bon, vous voyez, la première équation, je peux simplifier par 2. Donc, il me reste ça. Et la deuxième, on a ceci. On a deux équations compliquées. On nous dit que, voilà, on nous donne le point critique à trouver. On a U3 carré, où U3 est la solution de E3. Ça, je vais me le mettre en marge. Ça peut nous aider. On va voir, vous voyez, le U3, il est porté sur X. Il vérifie une certaine équation. Alors, le E3, ok. Donc, on doit avoir U3 au cube plus U3 moins 1 égale 0. Ça, on doit l'avoir en X. D'accord? Parce que c'est notre solution en X qu'on doit trouver.
qui est bien celle-ci. Bon, là, on aurait pu voilà, y penser avec l'équation 2. Donc là, on va substituer. On va dire que nous, ce qu'on veut, c'est une équation juste en x, qui vérifie, voilà, qui ressemble à celle-ci. Donc on prend y égale x carré, que je remplace. Donc ça va faire x cube plus x moins 1 égale 0. Et cette équation, c'est justement l'équation E3. D'accord? On retrouve l'équation E3. Et en fait, comme, je vérifie, mais ça va être le cas, comme x est strictement positif, on peut dire que E3 a une unique solution qu'on a déterminée, qui est la solution U3. D'accord? Donc, bon, ça, vous revoyez la question, mais c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, x finalement vaut U3 et y vaut U3 au carré. D'accord? Donc, d'où l'unicité. Donc, unique point critique qui est U3 carré. D'accord? Donc là, il faut s'inspirer de ce qui a été donné dans l'énoncé, d'accord, pour la forme du point critique, pour savoir ce qu'on a à trouver comme équation. Là, on savait qu'en x, c'était l'équation E3. Ensuite, on a la hessienne à trouver, donc il nous faut trouver les dérivées partielles d'ordre 2. Donc, c'était grand F. Donc, la dérivée carré en 1, donc là, ça va faire 2y plus 2. Ensuite, si on dérive deux fois par rapport à y, on a moins 1. Et pour les dérivées croisées, donc c'est Schwarz, puisque la fonction est de classe C2. Donc là, ça va faire 2x. Donc voilà pour ça. Et donc, on va pouvoir donner la matrice hessienne. Donc H, c'est la matrice hessienne de F en U3 carré. On écrit sa définition que je ne vous mets pas. Et on remplace. Donc ça vous donne 2U3 carré plus 2. Là, on a moins 1. Et là, on a 2U3. Voilà pour la hessienne. Alors, on veut trouver les valeurs propres. Alors, on va déjà dire que lambda est valeur propre de H si et seulement si H moins lambda I n'est pas inversible. Et donc là, vous faites la technique du AD moins BC, d'accord, pour dire que AD moins BC doit être égal à 0. Donc ça vous donne 2U3 plus 2 moins lambda, moins 1 moins lambda, moins 4U3 carré égale 0. On développe et on rassemble les termes pour avoir une équation du second degré. Donc on va avoir lambda carré plus lambda fois 1. Donc on va simplifier tout de suite. On va avoir moins 2U carré. Hop. Après il va y avoir un moins 2 plus 1, donc un moins 1. Et en termes constants, on va obtenir moins 6U3 carré moins 2. D'accord, voilà ce qu'on obtient. Alors, donc là attention, on ne veut pas trouver les valeurs propres, on veut là déterminer la valeur de lambda 1, lambda 2. Donc déjà ils nous disent de montrer qu'elle admet des valeurs propres. Donc ce qu'on peut dire c'est comme H est symétrique, on sait que H est diagonalisable, donc admet lambda 1 et lambda 2 comme valeurs propres. D'accord? Elle admet deux valeurs propres. Mais peut-être que ces deux valeurs propres sont égales. Pour l'instant, on n'a pas encore le côté distinct. Ce que vous devez connaître, quand vous avez une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0, on sait que le produit des racines donne c sur a. Donc ici, on va pouvoir dire que on a, alors on va l'écrire comme ça, pour dire voilà, on utilise la technique c sur a.
Donc C sur A, ça fait moins 6 U3 carré moins 2, voilà, sur 1. Et ça vaut lambda 1, lambda 2. Donc on a bien ce qui nous est donné, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2 égale à moins 6 U3 carré moins 2. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ça va être strictement négatif. Donc, lambda 1 est forcément différent de lambda 2. Parce que si les deux avaient été les mêmes, le produit des deux aurait donné une quantité positive. Et on peut même conclure que lambda 1 et lambda 2 sont de signes opposés. Donc F n'a pas d'extrémum local sur ce domaine. Donc voilà pour l'exercice 1. Alors ensuite, exercice 2 sur l'algèbre. Alors exercice 2 sur l'algèbre, de ce que je viens de voir, plutôt sur de l'algèbre matricielle, il n'y a pas vraiment d'endomorphisme, en tout cas pas d'endomorphisme explicite. Donc ça sera un peu calculatoire, je pense. Alors, donc au départ, on vous donne un ensemble E qui est l'ensemble de ces matrices M, A, B. Et donc espace vectoriel, base, dimension. Donc on sait qu'il va falloir écrire l'espace E sous la forme d'un vect. Donc on a E égale vect. On décompose la matrice avec les A et les B. Donc vous avez cette matrice-là en A et cette matrice-là en B. D'accord? Donc on va pouvoir dire que d'une part, E est bien un sous-espace vectoriel de M4 de R. Deuxièmement, on va leur donner des noms on va appeler ça M1, M2. M1, M2 est une base de E, d'accord? Donc génératrice grâce au vect, libre parce que vous avez deux matrices non collinéaires. Donc vous avez une base, et donc si vous avez une base, vous avez la dimension, d'accord, qui est égale à 2. Alors le produit de deux matrices quelconques de E appartient-il encore à E? Alors si on nous pose la question, c'est que certainement non. Alors on va prendre MM' qui appartiennent à E. Donc l'idée ce serait de voir si MM' est encore dans E ou non. Alors, je vais juste préparer le terrain pour voir s'il y a un truc simple à remarquer. Ouais, je pense avec les colonnes, parce que regardez, si on calcule le coefficient de la quatrième ligne, première colonne, on va avoir 3A' B plus BB'. Et si je fais pareil avec la colonne d'à côté, je vais simplement avoir BB'. D'accord, là j'aurai BB', BB', juste deux fois. Et puis après, on repart pareil sur 3A' B plus BB'. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on constate? J'aurais pu en écrire que deux. Je constate que ces deux éléments ne sont pas forcément égaux. Ils peuvent être distincts si A' et B sont différents de 0 de manière générale. Donc, je peux remarquer que cette matrice n'appartient pas à E. Parce que E, il faudrait que toute la ligne du bas soit exactement la même. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, pas besoin de tout écrire. Vous voyez, il faut juste leur faire remarquer qu'à des endroits, ça coince. M00. M00, il n'y a pas grand chose à dire, c'est 0. Elle est diagonale, donc diagonalisable. Ensuite, on prend A différent de 0. On veut calculer A carré
et trouver un polynôme annulateur sur A. Alors, A carré, donc on va avoir avec la matrice A. Donc là, il y aura 0 en bas et A carré, ça doit vous donner ça. Donc ça va faire A fois A. Ouais. Donc A fois A, donc P de X égale X carré moins AX, polynôme annulateur de A. Pour en faire quoi? Donc là, il vous demande tout, hein, valeur propre, sous-espace propre. Sachant qu'on n'a pas encore montré que c'était des valeurs propres. Hein. Pour l'instant, on ne sait que les valeurs propres possibles. Là, ce que je peux déjà écrire, c'est que le spectre de A est inclus dans les racines du polynôme, donc inclus dans 0A. Sachant que le A ici, il est différent de 0. Donc on a deux valeurs propres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre le système pour avoir tout d'un coup. Donc là, on va résoudre AX égale 0. Alors, AX égale 0, avec la matrice A que l'on a, il vous reste simplement AX plus AT égale 0. Et comme A est différent de 0, ça fait X plus T égale 0. On a une infinité de solutions, donc en particulier, pas que 0 comme solution. Donc on peut dire que 0 va être une valeur propre de A, et E0, donc avec X plus T égale 0. Alors, donc il faut s'imaginer, hein, vous écrivez, votre vecteur au départ c'est X, Y, Z, T. Vous savez que X et T sont opposés, donc on a X, Y, Z, moins X. Et là vous séparez les lettres. Donc il y a X fois ce vecteur 1, 0, 0, moins 1, Y fois ce vecteur-là, et T fois ce vecteur-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la valeur propre 0. On fait pareil avec la valeur propre éventuelle A. Donc cette fois, si on enlève A, on va avoir AT égale 0, AX moins AY plus AT égale 0, AX moins AZ plus AT égale 0, et en bas c'est que 0, donc ça fait moins AT égale 0. Toujours pareil, comme A est différent de 0, on va avoir T égale 0 et X égale Y. Donc pareil, ça vous dit que A est valeur propre de la matrice A et que EA c'est vect, donc j'ai mis quoi? X égale Y. Ah oui, il reste un. Alors on avait quoi? T égale 0 et donc X égale Y égale Z. Ok. Donc on a 1, 1, 1, 0. On a donc le spectre de A, finalement, c'est bien 0A. Et la dimension de E0 plus la dimension de EA, parce que tout ça, c'est des bases. Hein, vous voyez, là, il est non nul. Là, on va avoir, par un test de liberté, la base. Donc là, ça nous donne 4, qui est bien, on va écrire ça comme ça, qui est bien la taille de A. Donc on peut dire que A est diagonalisable. Et on veut quoi? La matrice, est-ce qu'il y a une contrainte particulière pour la matrice de passage? Non. Donc on va juste mettre voilà, les vecteurs qu'on a trouvés. Donc 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Donc on va dire avec celle-ci, qui est inversible. Vous pouvez leur rappeler matrice de passage. Voilà. On a A égale P, D, P moins 1. Ou la matrice D, avec ce qu'on a choisi, ça va être celle-ci. Ensuite, donc cette fois on choisit A égale 0 et B différent de 0. Donc là il n'y a que la dernière ligne où il y a des B, tout le reste c'est 0. Donc le rang de B, donc c'est le rang de cette matrice, hein, pour que les choses soient claires.
Le rang d'une matrice, c'est le rang de ses colonnes. Toutes les colonnes sont les mêmes. Donc ça revient au rang d'une seule colonne, ce qui donne 1, car B est différent de 0. Si B pouvait être égal à 0, ça pourrait faire 0, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, il nous faut le rang de B moins BI. Donc ça revient à ça. Non, pardon, en bas c'est B. Donc B, B, 0. Donc là, ça revient au rang. Donc là, vous voyez, la dernière colonne, c'est une colonne de 0. Et donc, il vous reste 3 colonnes, comme ça, en triangulaire, avec un B différent de 0. Donc, le rang vaut 3. En déduire l'ensemble des valeurs propres. D'accord. Donc, ici, vous partez sur le rang. On vous parle de valeurs propres. Les valeurs propres, elles sont associées avec les sous-espaces propres au noyau. Donc en fait, regardez, quand on vous dit rang de B vaut 1, par le théorème du rang, vous êtes avec des matrices de taille 4, ça vous dit que la dimension du noyau de B vaut 3. C'est-à-dire que, donc là on va continuer les implications, c'est-à-dire que 0 est valeur propre de B et dimension de E0 vaut 3. Voilà ce que ça nous dit en fait ce rang. De la même manière, rang de B moins BI égale 3 cette fois. Ça nous dit toujours par le théorème du rang que la dimension du noyau suivant vaut 1. Et donc là on est exactement sur la définition de que c'est différent de 0. Donc comme tout ça c'est différent de 0, on a B valeur propre de grand B. Et en plus, on a la dimension de EB qui vaut 1. C'était pas simple celle-ci pour un EM, pour basculer de ce que l'on sait sur le rang au sous-espace propre, avec les noyaux. D'accord. Et ensuite, est-ce que B est diagonalisable? Là, regardez, on a... Est-ce qu'on connaissait les valeurs propres avant? Ah oui, donc là, oui, dans la même question, pardon. J'ai oublié un truc. Donc là, on vous demande... Ah bah si, j'aurais pu écrire ça. Donc regardez, on a dimension de E0 plus dimension de EB qui est déjà égale à 4. Et vous savez que vous ne pouvez pas, la somme des dimensions des sous-espaces propres ne peut pas excéder 4. D'accord? Donc ça, c'est la taille de B. Je vais quand même le dire, ce que je viens je vais quand même l'écrire ce que je viens de dire. Donc, comme la somme de toutes les dimensions possibles ne peut excéder 4, on a fait le plein. Donc, ça veut dire que on a spectre de B, c'est juste 0B, quand il n'y en a pas d'autre. Et donc, avec ce qu'on a écrit juste avant, donc B est diagonalisable. D'accord? Parce que la somme des dimensions des sous-espaces propres, sur toutes les valeurs propres, donne la taille de la matrice. Il y en a encore... Ok. Bon, donc là, on se place dans le cas ultra général. Donc, on nous donne une autre matrice de 2. On cherche son noyau. Donc, on va chercher le noyau à travers le noyau de T. Donc là, ici, on va... Ah non, c'est la matrice M. Autant pour moi. Ah oui, ok. Donc, on va prendre... Voilà, 1 X dans le noyau de M. Donc c'était avec les A, donc ça vous donne... il y a pas mal d'équations qui vont être les mêmes, on va pas les recopier 3 fois. Donc on a ceci, et là, BX plus BY plus BZ plus BT égale 0. A et B sont non nuls, donc ça vous donne X plus T égale 0. X plus Y plus Z plus T égale 0. Donc ça veut dire que Y plus Z vaut 0. Donc ça nous dit, on va basculer directement avec ker F. Donc F c'est un endomorphisme de R4, donc on va mettre les vecteurs sous forme de ligne.
Donc on a x plus t égale 0, donc ça fait 1, 0, 0, moins 1. Et y plus z vaut 0, ça vaut ceci. Donc on va dire famille libre, d'accord, les vecteurs ne sont pas collinéaires, génératrice, parce qu'on a un vect, donc base de Keref. Ce qui nous permet de conclure que la dimension de Keref vaut 2. Montrer que la famille suivante est une base de R4. Donc là, on fait un test de liberté. Donc on part de, c'est quoi, V1, donc lambda V1 plus tout ceci, plus lambda 4 V4 égale 0. Donc ça donne, alors lambda V1, donc ça fait lambda 1 plus lambda 2, donc V3, V4, c'est ce qu'on a trouvé, hein, je vais les nommer là, voilà, donc ça fait plus lambda 3 égale 0. Ensuite, sur la deuxième coordonnée, on a lambda 1, il n'y aura plus de lambda 2. Non, pardon, lambda 2, c'était avec un 0, donc il y a juste lui. Donc lambda 1, ensuite, plus lambda 4 égale 0. Après, troisième coordonnée, lambda 1, moins lambda 4 égale 0. Et pour finir, lambda 2 moins lambda 3, c'est tout. Très clairement, avec ces deux-là, quand on les additionne, on aura lambda 1 égale lambda 4 égale 0. Donc ensuite, avec la toute première, on aura lambda 3 qui vaut 0. Et après, lambda 2 qui vaut 0. D'accord? Donc, c'est libre. Donc, plus le fait que le cardinal soit égal à la dimension de R4, vous dit que c'est bien une base de R4. Ensuite, on veut la matrice N, qui est la matrice de F dans B', c'est-à-dire on veut F de V1, F de V2, F de V3, F de V4, attention, en fonction des VI. D'accord? Pas dans la base canonique, il faut dans la nouvelle base. Alors, il y a deux colonnes très simples. Vous avez V3, V4 qui appartiennent au noyau. Donc F de V3, F de V4, ça fait 0. Ça, c'est réglé. F de V1 à présent. Alors, F de V1, je reprends. Donc, il faut calculer la matrice M fois V1. Ok. Donc, on a F de V1, si on fait le calcul avec la matrice, ça va vous donner A, 3B. Donc il faut qu'on l'exprime avec V1, V2, donc ça fait AV1 plus 3B, V2. F de V2 à présent, donc là c'est quoi? C'est 0, 0, 1. Donc on va avoir B. Donc AV1 plus BV2. D'accord, voilà pour la matrice. Ensuite, alors, on a un lambda non nul. Alors, on va partir. Donc, x vecteur propre de n associé à la valeur propre de lambda. C'est-à-dire, on part de ça. nx égale lambda x. Alors, nx égale lambda x, on a le système juste au-dessus. Donc, ça fait ax plus ay égale lambda x. 3bx plus by égale lambda y. Et après, il n'y a que les zéros. Donc, ça fait lambda z, lambda t. Alors, ouais, on sait par contre que lambda est non nul. Comme lambda est non nul, ça fait z égale t égale 0. Donc, il vous reste ax plus ay égale lambda x. 3bx plus by égale lambda y. Et regardez, ce sous-système, il correspond bien au système associé sur T. Vous voyez, ça correspond à Tx égale lambda x. Et donc, eh ben, c'est ce qu'on voulait. Quand votre x est différent de 0 au départ, c'est un vecteur propre.
Donc on a bien l'équivalence avec z égale t égale 0 et lambda est une valeur propre pour t avec le vecteur propre x. Donc voilà l'équivalence. Ensuite, on prend des cas particuliers. Alors, en déduire, donc là, 1, 1. Donc là, regardez bien. On a, alors je reprends ce qu'on avait écrit. Ouais, là attention, il faut se poser pour bien voir ce qu'on est en train de nous faire faire. Donc au départ, on avait M, c'est la matrice de F. M, c'était la matrice compliquée avec les A et les B. On a simplifié, on a trouvé une autre matrice qui représente F, c'est grand N. D'accord? Donc une matrice, vous voyez, on va dire par bloc, hein, il y a un petit bloc comme ça en haut à gauche, le reste c'est des zéros. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que M est diagonalisable? Donc vous comprenez bien qu'on ne va pas agir directement sur M. On nous a fait faire un détour par N. C'est-à-dire, au lieu d'aller voir si M est diagonalisable, je vais aller voir si N est diagonalisable parce que les deux matrices sont semblables. Elles sont semblables parce qu'elles représentent le même endomorphisme. Donc les infos que je vais avoir sur M en termes d'être diagonalisable seront les mêmes que sur grand N. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Alors tout d'abord, on nous demande les valeurs propres de T. Alors, on est dans un cas particulier, donc 1, 1. Ok, donc on a lambda valeur propre de T. Si et seulement si cette matrice n'est pas inversible, donc ça va vous donner 1 moins lambda carré moins 3 égale 0. Donc ça va vous donner 1 moins lambda égale plus ou moins racine de 3, c'est-à-dire lambda égale plus ou moins 1 plus ou moins racine de 3. Donc le spectre de t, ben on l'a, hein. C'est 1 plus racine de 3, 1 moins racine de 3. Et donc à présent, je vous ai dit, on va se reporter. Donc avec l'équivalence précédente, on va avoir un peu ce qu'il faut. Donc regardez, on a dans l'équivalence précédente le vecteur propre n pour une valeur propre 0. Donc là, allez, ça c'était un petit calcul numérique à part. Donc là pour m, ce que l'on sait déjà, c'est qu'on a 0 valeur propre de m. Ça c'est grâce à la question 5a. D'accord? La question 5a, elle vous a fait trouver une base de ker f. Et j'ai même, on a trouvé que la dimension de E0, c'était 2. D'accord? Donc ça, parce que M est associé à F. Donc ce que j'ai trouvé sur F, je l'ai donc trouvé sur M. Donc vous voyez, on veut voir si c'est diagonalisable. J'ai déjà entamé le spectre. Je sais déjà que 0 est dedans. Grâce à présent, avec la question 5D, quand je prends lambda, un réel non nul, on a l'équivalence suivante. J'ai t qui a la valeur propre lambda, donc nous on les connaît les valeurs propres. On a donc 1 plus racine de 3, 1 moins racine de 3, valeur propre de n. Donc de m, car semblable. D'accord? Elle représente le même endomorphisme. Donc regardez bien, j'ai les valeurs propres. Je m'en fiche des sous-espaces propres. J'ai dimension de E0 qui vaut 2. J'ai dimension de E1 plus racine de 3. Pardon. Et la dimension de E1 moins racine de 3 qui vont être supérieures à 1. Je sais que c'est une valeur propre, donc je sais qu'il y a au moins un vecteur propre dedans. Qu'importe, il ne demande pas ici, donc qu'importe de le donner. Donc ces deux sous-espaces propres sont de dimension plus grande que 1. Or, toujours le même argument, la somme de toutes les dimensions ne peut excéder 4. Et regardez ce qu'on a. On en a déjà 2 de consommés. Là, j'ai 1 et 1 de consommés. Donc j'arrive déjà à 4. Je ne peux pas aller plus loin. Donc on va pouvoir dire que on a le spectre.
D'accord? Le spectre, c'est celui-ci. Et on a en plus que la dimension de E0 plus les deux autres vaut 4, c'est-à-dire la taille de M. Donc on peut dire que M est diagonalisable. Bon, on va espérer que ce ne soit pas aussi long pour la suivante. Justifier que t n'admet aucune valeur propre. Alors, cette fois, on a 1 moins 1. Donc, on a ceci. Alors, on va aller un peu plus vite. Donc, lambda valeur propre de t, ça va faire cette fois 1 moins lambda, moins 1 moins lambda, plus 3. Donc, on va avoir lambda carré, les lambda partent, plus 2 égale 0. Impossible, il n'y a pas de solution. Donc, ça veut dire que le spectre de t est vide. Donc, t, s'il n'y a pas de valeur propre, il ne faut pas espérer diagonaliser. Donc, pas de valeur propre, donc t n'est pas diagonalisable. Ensuite, la matrice M1-1 est-elle diagonalisable? Donc, vous voyez qu'est-ce qu'on avait avec la question 5C. Allez, donc toujours avec cette question 5C, avec l'équivalence. On a dit que si lambda est valeur propre, enfin lambda est valeur propre de n, si et seulement si lambda est valeur propre de t. Donc là, ça veut dire que n n'a pas de valeur propre non nulle. Parce que les seules valeurs propres non nulles qu'elle pourrait avoir viendraient de t. Or, t, là, elle fournit rien du tout. D'accord? Il n'y a pas de valeur propre tout court. Donc, n n'a pas de valeur propre non nulle. Donc, la seule valeur propre qu'elle ait, c'est toujours la valeur propre 0, grâce à la question 5a. Donc on a le spectre de n, qui est la même chose que le spectre de m, c'est juste 0. Et on a la dimension de E0 qui vaut 2, qui est différent de 4. Donc m, ici, ne sera pas diagonalisable. Alors on termine avec la matrice, cette fois générale. Alors, donc toujours pareil, toujours le même principe. M, vous savez déjà qu'il y a 0 comme valeur propre. Vous savez qu'elle consomme 2 places. Vous savez que les autres places éventuelles vont être amenées par la matrice T. Donc il nous faut voir si la matrice T amène des valeurs propres non nulles. Alors donc pour ça, on va regarder lambda valeur propre de T dans le cas général. Donc ça va nous faire A moins lambda fois B moins lambda et moins 3AB égale 0. Ça fait lambda carré moins A plus B lambda moins 2AB égale 0. Alors on va regarder le discriminant. Parce que là c'est un peu vague. Donc ça fait A plus B au carré plus 8AB. Donc ça fait A carré plus 10AB. Ok, donc ça c'est leur condition. Alors, que peut-il se passer ici? Vous voyez, on a une équivalence. Il faut vous montrer que M est diagonalisable à condition et seulement à cette condition. Donc ça caractérise complètement que cette quantité soit strictement positive. Une caractérisation sous-entend qu'on est allé voir tous les cas possibles. Premièrement, si delta est négatif, il n'y a pas de racine. Donc le spectre de T est vide. Donc idem quand 5F, c'est-à-dire M non diagonalisable. Parce qu'il n'y aura que 0 comme valeur propre, avec la dimension du sous-espace propre qui sera égale à 2, donc ça ne suffira pas. Deuxième cas possible, si lambda vaut 0, T a une seule valeur propre. Alors T aurait une seule valeur propre, et alors qu'est-ce qu'on aurait? T aurait une seule valeur propre, et il faudrait en déterminer la dimension pour voir s'il y a plusieurs xy à l'intérieur. Alors on va regarder la dimension, donc on va lui donner un nom, on va l'appeler lambda 0. Ouais, parce que les valeurs elles vont être un peu lourdes.
Donc si elle a une seule valeur propre, il faudrait voir si on peut espérer... Ok, on va pas faire de calcul. Regardez. Une seule valeur propre, qu'est-ce qu'on aimerait? Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Je vous ai dit 0 comme valeur propre de m consomme 2 places. Si on veut que m soit diagonalisable, il nous faut encore 2 places consommées. Donc la question c'est, a-t-on dimension de E lambda 0 égale 2? Il faut empiéter sur les 2 places restantes pour espérer avoir m diagonalisable. C'est ce qu'on veut. Donc pour ça, il faudrait que cette seule valeur propre génère 2 vecteurs propres comme base, d'accord, pour E lambda 0. Donc la question c'est, est-ce qu'il est possible d'avoir ceci? Dans ce cas, c'est un peu dur là pour cette dernière question. Dans ce cas, on aurait T diagonalisable. D'accord? Puisque la dimension de son sous-espace propre vaut la taille de la matrice. Est-ce qu'il est possible d'avoir T diagonalisable? Eh bien non. Impossible. Car si T est diagonalisable, avec une seule valeur propre, lambda 0, on aurait T égale P fois D, elle serait semblable à une matrice diagonale, qui serait la matrice diagonale avec lambda 0. Et donc votre matrice T serait une matrice scalaire, serait égale à lambda 0 fois I. Ce qui est impossible. Non, car, regardez la matrice T, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à ça. Et ça ne peut pas être une matrice scalaire parce que déjà ce coefficient est non nul. Donc, ici, ça ne va pas. On ne peut pas avoir cette dimension prise égale à 2. Donc la conclusion, c'est que M n'est pas diagonalisable. On ne peut pas espérer avoir une base avec 4 vecteurs propres. On a déjà les 2 vecteurs propres associés à 0, mais on ne peut pas avoir 2 vecteurs propres associés à cette valeur propre unique. Dernier cas, si lambda est strictement positif, là on va avoir, donc ici, T aura 2 valeurs propres distinctes, donc N aussi. Donc 2 valeurs propres distinctes, on va les appeler lambda 1, lambda 2. Elles seront non nulles. Donc on a quoi? Donc N et M, pour le coup. Donc que va-t-on avoir? On a 0 qui appartient au spectre, avec dimension de E0 égale à 2. On a lambda 1, lambda 2, des valeurs propres non nulles qui appartiendront aussi au spectre, avec dimension de E lambda 1, E lambda 2 plus grande que 1. Même raisonnement que tout à l'heure. Alors tout à l'heure, je ne sais plus où c'était. Même raisonnement que dans la question E. Donc nécessairement, dimension de E lambda 1 vaut la dimension de E lambda 2 vaut 1. On ne peut pas aller au-delà, sinon on va dépasser la taille 4. Et donc on aura la somme, en résumé, de toutes nos dimensions de sous-espace propre qui sera égale à 4. Donc M va être diagonalisable. En résumé, avec tous les cas qu'on a traités, vous voyez, ça je pense c'est la question à bazarder, faut pas s'attarder là-dessus. Donc M diagonalisable, si et seulement si, delta est strictement positif, c'est le seul cas, c'est-à-dire si et seulement si, A carré plus 10AB plus B carré strictement positif. Voilà pour l'exercice 2. Alors pour terminer l'exercice 3, donc exercice 3, sur les variables à densité, je pense que ça va être très chargé en rédaction vu des questions, bon même jusqu'à un intervalle de confiance asymptotique. Ouais, pas mal de rédaction je pense. Alors tout d'abord, montrer que f est une densité de proba. Alors tout d'abord, f est positif sur R. Pourquoi? Parce que A et B, on nous dit quoi? Elles sont strictement positifs.
Ensuite, f est continu sur R privé de B, parce qu'il y a une fonction inverse, avec un x différent de 0, vu qu'il est plus grand que B non nul. Et pour finir, avec les intégrales, on va déjà s'occuper de l'intégrale de moins l'infini à B. Cette intégrale converge et vaut 0. Et pour le morceau de B à plus l'infini, on va partialiser. Donc il nous faut calculer l'intégrale de B à A de 1 sur x puissance a plus 1. Donc, si ça peut vous aider, vous ramenez la puissance en haut pour dire que c'est un x puissance moins a moins 1. Donc, ça va faire comme primitive x puissance moins a sur moins a, c'est-à-dire, si on repasse la puissance en bas, ceci. Donc, les a vont simplifier. Il va vous rester, donc on va avoir 1 moins B sur grand A puissance A. Et quand grand A tend vers plus l'infini, ça tend vers 1 parce que A est strictement positif. Donc on peut dire que l'intégrale de B à plus l'infini de f converge et vaut 1. Relation de Schall pour finir, pour avoir cette intégrale qui converge et qui vaut 1. Bon, donc on a bien une densité. Fonction de répartition. Le support, c'est B plus l'infini, ce qui nous engage sur une distinction de cas. Donc avant le support, on a 0. Et sur le support, donc on a l'intégrale de moins l'infini à x de f, c'est-à-dire l'intégrale, on a dit que de moins l'infini à b, ça s'annulait. Et l'intégrale de b à x, c'est justement l'intégrale qu'on a faite juste avant. D'accord? Donc, on a 1 moins b sur x puissance a. D'accord? Donc ça, c'était dans notre intégrale partielle précédente. On prend une variable uniforme sur 0,1, montrer que la variable suivante suit la loi de Pareto qu'on nous a précisée juste avant. Donc la variable en question, ok. Alors, donc on a pour le moment U de oméga c'est 0,1. Si je prends tout ça à une certaine puissance 1 sur A, donc je prends des puissances de nombres entre 0 et 1, ça ne change pas. Ensuite, je prends l'inverse. Donc on inverse des nombres entre 0 et 1. Donc ça va nous donner puissance moins 1 sur A. Ouais. Ils ont mal choisi leur truc là. Ouais. Là il y a une petite erreur. Moi je lise mal, mais non. Là au départ c'est 0, 1. C'est 0, 1 avec un pris. Et c'est 0 qui n'est pas pris. Bon, donc, hop, on a ça. Donc là, je prends l'inverse des nombres entre 0 et 1. Donc ça donne 1 plus l'infini. Et je multiplie par b, qui est positif. Donc le support de cette variable, ça va être b plus l'infini. Donc sur le support, on est bon. Ensuite, il faut trouver... Est-ce qu'on avait la fonction de... Oui, on a la fonction de répartition. Donc on peut déjà dire que si x est plus petit que b, on va lui donner un autre nom, on va l'appeler v, f de v, ça fait 0. Si x est plus grand que b, on va avoir p de v inférieur à x. Là, on sent arriver toutes les petites modifications. Donc premièrement, b est positif, donc ça nous donne ceci, x sur b. Ensuite, on va passer à l'inverse pour récupérer le u, parce que là, en fait, le u, il est en bas, hein, c'est 1 sur u puissance 1 sur a.
Donc comme tout ceci est strictement positif, quand je vais passer à l'inverse, on va avoir quoi? Donc on va avoir b sur x inférieur à u puissance 1 sur a. Ensuite, la fonction puissance, on va passer à la puissance a. C'est une bijection croissante sur R+. Donc on va avoir ceci, donc tout ça puissance a. Et comme U est à densité, on va pouvoir passer au contraire et donc attraper la fonction de répartition. Donc voilà ce qu'on obtient. La fonction de répartition de la loi uniforme, ça vaut t sur 0,1, donc il faut aller voir si le b sur x est bien dans 0,1, ce qui est le cas, hein. Votre b il est plus petit que x, donc b sur x puissance 1, ça appartient à 0,1, donc ça vous donne ceci. Et ceci, regardez bien, c'est exactement la fonction de répartition qu'on a trouvée dans la question 2. Donc on va pouvoir conclure, on a le même support, même fonction de répartition que cette variable suit la Pareto de paramètres AB. L'air de rien, je passe le Scilab. Alors, on en arrive à l'existence des espérances et variances. Alors, on va caractériser ça. Donc, l'espérance de x existe. Je vais bien le faire pour l'espérance, et puis pour la variance, ça va aller un peu plus vite. C'est quoi le nom de la fonction? F, tout court. Donc, si x, f converge absolument, ce qui revient, alors je reprends ce qu'on avait, donc de b à plus l'infini, de ab puissance a, tout ça sur x puissance a, dx converge, parce que tout est positif. Cette intégrale, on ne l'a pas faite. Donc on va prendre l'intégrale partielle. Bon, pareil. Pour pas trop compliqué, je vais sortir les constantes. Il me faut une primitive de x puissance moins a. Donc ça va faire x puissance moins a plus 1 sur moins a plus 1. Donc, ça me donne ceci. Si je repasse la puissance en bas. Donc on va avoir ABA sur moins A plus 1. Donc là, on a 1 sur A puissance A moins 1, moins 1 sur B puissance A moins 1. Il nous faut calculer la limite quand A tend vers plus l'infini. Ce que j'aurais pu déjà remarquer ici, au moment où j'ai déterminé ma primitive, il fallait que le A soit différent de 1. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. Et remarquez même que si A vaut 1, ça fait du 1 sur x, ça diverge. Donc le A différent de 1, c'est bon. Quand je fais tendre le A vers l'infini, je veux une quantité finie pour que l'espérance existe. Et ça ne va tendre que sur une quantité finie, à condition que le A est strictement plus grand que 1. Donc on va avoir finalement... Pardon, je vais écrire ça comme ça. Donc ça va tendre vers l'infini si A est plus petit que 1. Et ça va tendre vers... Alors ça, on va le mettre. Donc avec les moins, on va rassembler un peu tout ça. Donc ça fait A, B, A. Le moins, je vais le mettre avec le A moins 1. C'est-à-dire ça fait AB sur A moins 1. Donc en résumé de ce qu'on a raconté, E de x existe si et seulement si A est plus grand que 1. Et dans ce cas, vous avez l'espérance qui vaut ceci. De même, hein, ici pour le moment d'ordre 2, je vais un peu plus vite. Ça va nous donner l'intégrale de BA plus l'infini de ABA x puissance A moins 1 cette fois. Donc de la même manière, d'accord, avec le même type de primitive,
on va avoir e de x carré qui existe si et seulement si. Donc là, quand vous allez primitiver, vous allez avoir une puissance a moins 2 en bas. Donc il faudra que le a soit strictement plus grand que 2. Et vous allez avoir... Je vous écris juste le début. Donc là, on a a, b, a que je laisse dehors. Notre primitive, ça va être 1 sur... Donc on a x puissance moins a plus 1 en haut. Donc on a moins a plus 2 comme ceci. Donc là, a moins 2. Et donc à condition que... Donc là, on fait tendre le a vers plus l'infini. On a bien compris qu'il fallait que le a soit supérieur à 2. Hein. Déjà, le a doit être différent de 2. Sinon, ça fait une intégrale de Riemann divergente. Puis on ne peut pas écrire le moins a plus 2. Si le a est plus grand que 2, plus petit que 2, pardon, ça va tendre vers l'infini. Donc finalement, il va vous rester ABA sur A moins 2 fois 1 sur B puissance A moins 2. C'est-à-dire AB carré sur A moins 2. Et donc, par Koenig-Huygens, la variance, ce sera le moment d'ordre 2, donc ça, AB carré sur A moins 2, moins l'espérance, donc A carré B carré sur A moins 1 carré. On met tout ça au même dénominateur. Donc on a AB carré A moins 1 carré moins A carré B carré A moins 2. Donc on va avoir du A3B2 qui se simplifie. Ensuite on va avoir moins 2 A carré B carré plus 2 A carré B carré, donc ça part. Donc il va nous rester AB carré sur ça. Et c'est bon. Partie B. Alors on est sur l'estimateur. Donc là on va estimer B et après A. Donc ici on nous dit qu'on prend A égale 3. Ok. Donc on prend X plus grand que B. Et on s'interroge sur P de YN supérieur à X avec le min. Donc là, vous êtes habitué, je vais aller un peu plus vite. Indépendance, même loi. Donc ça va vous donner P de X plus grand que X puissance N, hein, parce qu'on aura l'intersection qui va se transformer en produit. Avait-on la fonction de répartition? Je crois que oui. Ok. Donc ça nous donne 1 moins la fonction de répartition puissance N. On va aller la rattraper. C'était celle-ci. Ok. Donc le X, il est plus grand que B. Donc ça fait 1 moins B sur... Pardon, je vais reprendre pour être sûr. Ouais, parce que le A ici vaut 3. Hein. Ok. Donc puissance 3. Hop, tout ça puissance N. Donc ça vous donne... Bon, ça ressemble très fortement à l'écrit comme, hein, qu'on a déjà corrigé. Donc on a ceci. Alors, ensuite, en déduire que YN suit une loi de Pareto. Alors déjà, on va donner le support, hein, si on doit comparer les lois. Le support de YN, c'est le support de X, donc c'est B plus l'infini. Donc si X est inférieur à B, ma fonction de répartition vaut 0. Et si X est supérieur à B, ma fonction de répartition, c'est 1 moins l'anti-répartition. Donc c'est 1 moins ce qu'on a trouvé ici. Ce qui nous permet de conclure que, donc par identification, on va avoir une loi de Pareto de paramètres. Alors, je reprends encore une fois, c'était B sur X puissance A. Ok. Donc on va avoir une loi de Pareto de paramètres 3n et B. D'accord? Donc le A ici vaut 3n, c'est ça la petite identification à faire.
Ensuite, montrer que ceci est un estimateur de B. Bon, déjà, YN est un estimateur de B car indépendant de B est construit avec un échantillon. D'accord? L'échantillon, c'est ce que vous avez dans YN, c'est X1, XN. Ensuite, on veut voir s'il est sans biais. Donc là, par linéarité, l'espérance de Yn', c'est 3n-1 sur 3n espérance de Yn. L'espérance de Yn, c'est une loi de Pareto. La loi de Pareto, on a trouvé de manière générale son espérance, à condition que le A soit plus grand que 1. Donc notre Yn ici, celui qui joue le rôle de A, c'est 3n. Donc déjà, on va dire 3n est plus grand que 1, pour utiliser ce qu'on a trouvé. Donc ça va faire 3n moins 1 sur 3n fois, donc on a AB sur A moins 1, ce qui nous donne 3nB sur 3n moins 1. Ça fait B. Donc Yn' sans biais. D'accord? Pour le paramètre B. Risque quadratique. Donc risque quadratique de celui-ci, c'est le biais au carré plus la variance. Il n'y a plus de biais. La variance, eh ben, ça va nous faire sortir ce terme. La variance de Yn, alors, donc je vais écrire variance de Yn, pareil, c'est une Pareto. Donc on a ce qu'il faut, simplement à condition que le A soit plus grand que 2. Le A ici c'est 3n, il est plus grand que 2, on peut l'utiliser. Donc pour l'instant tout ça on garde. Et donc on a quoi? Alors le A c'est donc 3n. Je ne sais plus ce qu'on avait. Donc 3n, ça c'est le A, ok. B carré, ça ne change pas. 3n moins 1 au carré. 3n moins 2. Et on veut quoi? Risque quadratique, c'est tout. Ouais, bon, on peut peut-être un peu simplifier. Donc ça nous donne b carré sur 3n moins 2. Voilà ce qu'on obtient. Ok. Ensuite, espérance et variance de Zn. Alors ça, par linéarité, l'espérance de Zn, ça va faire 1 sur n, la somme des espérances de xi. Xi, c'est la même loi que x. D'accord? Donc c'était notre Pareto de paramètre 3b. Donc ça fait 1 sur n fois n fois 3b sur 3 moins 1, 2. Donc on avait ça. Ok, donc c'est bien 3. Donc il vous reste 3b sur 2. Donc là on voulait quoi? Le paramètre. Donc l'espérance de Zn, d'accord. C'était la même loi. Et donc on a ceci. Ok. Ensuite, la variance de Zn. Donc là, cette fois, par indépendance. Alors, il y a le 1 sur n carré qui va sortir. Donc l'indépendance nous donne la variance, la somme des variances. Bien, donc ça va faire 1 sur n carré. J'aurai pas de place. Donc ça va faire 1 sur n carré fois n, parce que ce ne sera que des constantes. Et la variance, cette fois, ça donne 3b carré. 3 moins 2, ça part. 3 moins 1, 2, 4. Donc ça fait 3b carré sur 4n. Ok. En déduire un estimateur Zn' de Zn. Donc regardez, vous avez E de Zn qui vaut 3b sur 2. Par linéarité, on a donc E de 2Zn sur 3 égale B. Ça, c'est votre Zn'. C'est bien un estimateur sans biais de B. Risque quadratique de ce Zn'. Donc, on s'est arrangé pour qu'il soit sans biais.
Donc la variance, ça va nous faire sortir un 4 neuvième fois la variance de Zn. Variance de Zn, on a. Donc ça va nous donner b carré sur 3n. Donc on avait le 4, 9, ça part, ok. Allez, pour finir, estimateur, le meilleur. En résumé, biais, risque, entre qui et qui, yn', zn'. Alors on fait le bilan, et bien les deux, ils étaient sans biais, donc il n'y a pas de biais, donc on va juste comparer les risques quadratiques. Là on a b carré sur 3n. Alors l'autre c'était quoi? B carré 3n, 3n moins 2. Bon. Très clairement, qu'est-ce qu'on a? On a le risque quadratique de yn' qui est plus petit, parce que vous divisez par 3n moins 2. Donc, yn' meilleur, vu que le risque est plus petit. Partie C. Alors cette fois, on va estimer A. On choisit B égale 1. Je vérifie juste yn', c'était bien ça. Ok. Alors, on considère celle-ci. Montrer que Wn suit la loi expo de paramètres. Bon, donc déjà, le support. Donc il nous faut le support de celle-ci. Xn. Donc son support, c'est 1 plus l'infini. Avec le Ln, ça va faire R plus. Ok, donc si x est négatif, sa fonction de répartition c'est 0. Si x est positif, on part sur la proba. On remplace, ça nous donne ln de xn inférieur à x. Ensuite, exponentielle bijection croissante, on dégage l'expo, le ln par l'expo. Voilà. Donc on retombe sur la fonction de répartition de xn en ex. Xn, c'est la même loi que x. Xn, ça suit une loi de Pareto de paramètre A1. Ok. Donc loi de Pareto. On a quoi d'autre? On a aussi exponentielle x qui va être plus grand que 1, vu que le x est positif. Loi de Pareto, j'ai peur de dire une bêtise. Donc on avait sa fonction de répartition. Tant pis, je vais reprendre. Et je vais me l'écrire parce que sinon on va toujours l'oublier. La fonction de répartition, c'est 1 moins bx puissance a. Ok. Donc ici on est sur le bon support, on est sur 1 plus l'infini. Donc ça fait 1 moins le b vaut 1. L'abscisse vaut ex. Et le a reste a. Donc ça vous donne 1 moins e moins ax. Et on reconnaît donc, c'est qui la variable? C'est wn, que wn suit la loi expo de paramètre a. D'accord, votre a est positif. Donc on a de fait là l'espérance et la variance. Donc l'espérance c'est 1 sur a et la variance c'est 1 sur a carré. Allez, on termine avec un petit intervalle. C'était assez long comme épreuve quand même, hein, donc ça va être facilement être noté sur plus que 30. 9a, on a une convergence en loi vers la loi normale centrée réduite, d'accord? Donc, on sait que pour cela, il nous faut trouver une variable qui s'écrive sous forme de somme. On n'est pas obligé de prendre Tn tout entier, on va prendre Mn. Mn, ça va être la plus simple. Donc Mn, c'est la somme de ces variables. Que peut-on dire de ces variables? Elles sont indépendantes par le lemme des coalitions. Elles suivent la même loi, d'accord, vu que les xi suivent la même loi, et la variance de ln de xi, donc là il y a le 1 sur n carré qui sort,
ln de xi, donc c'est variance de wi. C'est bien différent de 0 par rapport à ce qu'on a calculé juste avant. Donc on va pouvoir dire que par le théorème de la limite centrée, notre variable mn étoile va converger en loi vers... Est-ce qu'on avait un grand n dedans? Non. Donc va converger en loi vers la variable grand N qui suit la loi normale centrée réduite. Bon, sauf que il faut voir à présent qui est cette variable étoile. Et on espère que ce sera la variable Tn. Alors, la variable Mn, ils n'ont pas fait faire les calculs avant. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on a la variable Tn, Mn, pardon, donc il nous faut son espérance. Donc on va l'obtenir par linéarité, je vais faire ça comme ça un peu à l'arrache. Donc ici, ça va nous donner la somme des espérances de ln de xi. Donc c'est la variable wi, donc c'est les 1 sur a. Donc ça va faire n fois 1 sur n. Donc là, il va juste nous rester 1 sur a. Ensuite, en bas, la variance. Là, on va la voir plutôt par indépendance. Donc il y a un 1 sur n carré qui sort, fois la somme des variances de ln de xi. Il y en aura n. Donc il y aura un 1 sur n et la variance des 1 sur a carré. Donc voilà ce qu'on obtient. On ramène tout ça au bon étage. Le a est positif, donc racine de a carré, ça fera a. Donc on va avoir un a racine de n fois mn de ça. Alors on va mettre a à l'intérieur et on a de la chance. On tombe sur la variable Tn. Donc on a bien montré que la variable Tn convergeait en loi vers la loi normale centrée réduite. Il nous reste à montrer que c'est un intervalle de confiance asymptotique. On connaît la méthode avec le théorème de la limite centrée. On va partir de l'intervalle qu'on nous donne, en l'occurrence celui-ci, racine de n mn. Donc ça encadre notre paramètre a. Alors après c'est quoi? C'est plus 2. Voilà. Et le but, c'est de reconstruire à l'intérieur la variable étoile, la variable Tn. Donc on va y aller progressivement. Allez, donc déjà racine de n mn est positif. Donc je vais pouvoir ramener tout ça au milieu. Donc ça fait a racine de tout ça. Voilà. Ensuite, il nous faut quoi? Pour avoir la variable Tn, qui est la variable étoile, il nous faut enlever racine de n. Vous voyez, si on enlève racine de n, hop, je vais avoir ceci au milieu. C'est-à-dire, j'ai ma variable Tn. Et elle me sert à quoi? Il n'y a pas de racine. Elle me sert à quoi la variable Tn? On sait qu'elle converge en loi vers la loi normale centrée réduite. Le terme même, intervalle de confiance asymptotique, vous dit qu'à un moment, vous allez passer à la limite. Il est là le moment. Donc on tombe sur ça, grâce à la loi. Comme n est à densité, ça vous fait phi de 2 moins phi de moins 2. Donc avec les phi, on va pouvoir dire que phi de moins x, c'est 1 moins phi de x. Bon, je m'emballe peut-être pour rien, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ok, si, c'est bon. Regardez, ça tombe très bien. Phi de 2, on vous dit que c'est supérieur à 0,975. Donc, pardon, ça vous donne 1,95 moins 1, ça fait 0,95. Qu'a-t-on montré? Que la proba de cet encadrement est supérieure à 0,95, ce qui signifie donc que l'intervalle qu'on vous a donné, d'accord? Allez, on laisse ça comme ça. Et donc un intervalle de confiance asymptotique, vu qu'on est passé à la limite, pour qui? Pour B? Je sais plus. Ben non, c'est pour A évidemment. Pour A, au niveau de confiance,
0,95. D'accord? Donc votre 95%. Bien. Donc en résumé, sujet super long, vraiment très très long, là dans les rédactions. Euh, Pas mal de rédactions dans cet exercice 3. Alors, il n'est pas très très dur. Alors après, c'est étonnant qu'il donne une convergence en loi avec un intervalle de confiance asymptotique sur un EM. Bon, c'est plutôt sur les parisiennes, mais voilà, ça a été donné. Euh, Pas de grandes difficultés, mais beaucoup de points de rédaction. La fin d'algèbre qui était un peu chaotique, c'était pas si simple que ça. Au début, on vous a lâché pas mal de points sur des choses assez simples. Quoique, la question 4 avec les histoires de rang qu'il fallait associer aux dimensions des sous-espaces propres, c'était pas forcément évident pour un sujet EM. Et l'exercice 1, finalement, qui donnait le plus facilement des points. Alors, vous voyez, ils se sont un peu emmêlés dans la question 10, hein, leur truc, rajouter des questions comme ça. Je sais pas si. Enfin, voilà. Il n'y avait pas d'utilité à la 10B et la 10C. Et puis, petite erreur là dans leur exercice 3 avec la loi uniforme qui n'était pas sur le bon intervalle. Voilà. Bon, donc rédaction là assez complète sur toutes ces thématiques. Ben, je vous dis à bientôt, demain si j'ai le temps ou sinon après-demain pour le sujet HEC. Au revoir.